Je suis Isabelle Lise, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et donc l'idée de l'atelier d'aujourd'hui, en fait, c'est de parler tourisme durable et les opportunités que le tourisme durable offre au secteur économique. Donc tout d'abord, en fait, on va faire une petite introduction, poser le contexte de quoi est-ce qu'on parle. Ensuite, on va parler enjeux et opportunités. Et puis, quelles sont les étapes clés pour entrer dans une démarche de tourisme durable? Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet par une petite introduction. Est-ce que vous connaissez la Chambre de commerce et d'industrie? Donc, c'est une structure qui a déjà plus de 250 ans. C'est 400 porteurs de projets accompagnés par an en moyenne. Donc, on accompagne les porteurs de projets sur plusieurs thématiques que je vais présenter dans quelques instants. C'est une porte d'entrée incontournable quand on veut créer sa structure, quand on veut développer son entreprise ou quand on a des formalités à effectuer, qu'il s'agisse du commerce, d'industrie ou de services. Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une cinquantaine de conseillers, une centaine de personnes et un réseau présent sur toute la Martinique, au nord comme au sud. La CCI Martinique, en fait, peut vous accompagner sur la création et la reprise d'entreprises, donc le développement, qu'il s'agisse de développement économique, de développement international, de développement en matière écologique, comme on va le voir plus tard, sur le financement, le business plan, aller chercher des subventions, sur tout ce qui est formation, donc à la fois former le dirigeant, former aussi les collaborateurs, sur l'embauche, trouver des collaborateurs, l'emploi, anticiper, rester informé, se conformer à la réglementation, mais aussi préparer l'avenir. Donc anticiper tout ce qui va être développement de marché, développement sectoriel, et puis effectuer les formalités, donc notre mission régalienne la plus connue. En matière de transition, donc il y a 2 conseillers à la disposition des entreprises, des conseillers spécialisés, donc moi-même, chef de pôle environnement, transition énergétique et développement durable, et puis ma collègue Sarah Jean-Baptiste Simone, qui s'occupe spécifiquement de tout ce qui est déchets et économie circulaire. Donc le pôle a à peu près 10 ans d'existence et ce sont des compétences qui sont à votre disposition, qu'il s'agisse en fait de formation collective, donc sous la forme de conférences, d'ateliers, de formation, de webinaires, ou d'accompagnement individuel, donc à la carte, sur l'eau, l'énergie, les déchets, sur les thématiques qui vous intéressent. Donc maintenant qu'on a dit un peu qui je suis, on va entrer dans le vif du sujet. Donc quand on parle tourisme durable, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le tourisme durable et que ce n'est pas une notion forcément facile à définir. Donc on va commencer par dire ce dont on ne parle pas seulement. C'est-à-dire que ça peut englober, mais ce n'est pas que ça. Donc tout d'abord, le tourisme durable, ce n'est pas du tourisme vert ou tourisme de nature. C'est-à-dire que oui, on peut faire du tourisme durable en proposant une offre de services liée à la nature, mais ce n'est pas que ça. Pour donner un exemple, quand on parle de tourisme vert, on pense parfois à tourisme sportif, donc randonnée, trail. On pense tourisme de collection. Donc il y a des gens qui font du tourisme, par exemple en Afrique, pour tuer des lions ou des rhinocéros. On ne peut pas parler de tourisme durable quand on donne cet exemple. Idem sur les gens qui viennent en Martinique et qui collectionnent des migales. Donc la migale de le Matoutou Falaise, par exemple, c'est une pièce qui est très souvent braconnée. Et donc on est dans du tourisme de nature, mais ce n'est pas du tourisme durable. Idem, par exemple, si je donne l'exemple du pescatourisme, donc on est sur un tourisme en nature, du tourisme sportif, mais il n'est pas dit durable. Alors, une autre composante du tourisme qui est parfois assimilée à du tourisme durable, bien que ce soit englobé dedans, c'est le tourisme écologique. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est un hôtel à Bordeaux. C'est un hôtel en fait qui est dans un écoquartier et qui a en fait une hôtellerie de type économique. Les nuitées sont à partir de 15 €. Cet hôtel va très loin parce que c'est le 5e hôtel le plus écologique de France. Donc il est autonome en énergie, il est très économe en consommation d'eau et il a une politique déchets très élaborée. Donc sur place, ils font du compostage, ils font du réemploi et ils ont éliminé tous les matériels d'hôtellerie jetables
comme le savon ou les brosses à dents. Donc c'est vraiment un hôtel qui s'est complètement impliqué dans la partie écologique. Mais comme on n'a qu'un seul volet de développer, on n'est pas encore dans du tourisme dit durable ou responsable. Un autre exemple, donc ça c'est le dernier yacht solaire qui a été créé à Singapour. Donc c'est un énorme bateau avec des panneaux solaires, des batteries. Il est complètement autonome en énergie. Il se déplace tout seul. Il récupère l'eau de pluie, donc il est aussi autonome en eau. Mais c'est un tourisme de luxe qui n'est pas du tout abordable et qui n'a pas de retombées pour les populations. Donc on n'est pas encore non plus dans du tourisme durable. Un autre exemple, donc là on est sur du tourisme qu'on va appeler du tourisme solidaire. Donc c'est du tourisme où en fait on va s'assurer que les fonds financiers générés vont aux populations locales. Donc on est sur du tourisme en fait qui est dans la solidarité, on aide les autres à se développer, mais on a oublié la partie écologique parfois. Donc on n'est pas tout à fait dans le tourisme durable holistique. Un autre exemple de tourisme qui est souvent assimilé à du tourisme durable, c'est le tourisme dit communautaire, où là en fait on va dans les populations, on participe à leur vie, on prend comme par exemple ces touristes leur charge, leur travail, on travaille avec eux, on dort, on mange avec eux. Et donc c'est du tourisme communautaire. On va voir ça souvent par exemple en Asie où les gens vont travailler dans les rizières. On voit ça de plus en plus en France dans les vignobles. C'est du tourisme communautaire, mais on n'est pas encore à 100% dans du tourisme durable. Un autre exemple, donc ça va être le tourisme dit patrimonial. Donc là, je vous ai mis l'exemple du La Sautet à Font-Saint-Denis, où les touristes peuvent participer aussi à la vie. On sauvegarde une pratique patrimoniale culturelle, mais on n'a pas encore, là encore, développé toute la dimension durable. Et c'est un peu le même principe quand, par exemple, on participe à des ateliers sur le belay, sur le tambour, le tourisme festif, le carnaval. Donc on est toujours dans la culture et dans les populations locales, mais on a encore un problème de dimension holistique. Et on a également, pour finir, le tourisme patrimonial, mais lié à l'architecture. Donc les gens, ils visitent, ils viennent en fait développer des patrimoines locaux. Et c'est important parce que certains patrimoines peuvent disparaître s'il n'y a pas ce tourisme. Je vous donne l'exemple du Bakwa. Le tressage du Bakwa à la maison du Bakwa, le Bakwa a persisté et subsiste encore aujourd'hui grâce au tourisme. C'est une pratique qui aurait pu disparaître. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tourisme englobe tout cela. Et ce qu'on va appeler tourisme durable, c'est un tourisme qui va mettre en cohérence les trois. C'est-à-dire les aspects environnementaux, écologiques, les aspects sociétaux, donc l'humain, et les aspects économiques. Donc on est sur un tourisme qui n'est ni de l'écotourisme, ni du tourisme équitable, ni de l'agrotourisme, ni du tourisme solidaire, ni du tourisme communautaire ou du tourisme humanitaire. On est sur un tourisme qui englobe les trois composantes. Donc c'était important pour moi de rappeler ça parce que quand on est dans une démarche de tourisme durable, on doit avoir une ambition holistique. Jusqu'à ce stade, ça va. Donc là maintenant, on va expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui, quels sont les enjeux et opportunités en fait, d'un tourisme durable. Et je vais commencer avec les enjeux écologiques, qui sont les plus connus. J'ai mis quelques photos. Donc en termes d'enjeux écologiques, on a des enjeux, on va dire, globaux, mondiaux, comme le changement climatique, qui est bien illustré ici, puisque le changement climatique a causé l'érosion de beaucoup de plages en Martinique. Et puis des enjeux un peu plus locaux, comme les sargasses qu'on voit ici, qui sont un phénomène, on va dire, naturel, mais qui a augmenté dans le temps, notamment à cause du changement climatique. Donc en termes d'enjeux écologiques, on a à la fois les productions de déchets, comme par exemple ici un chiffre clé, 250 kg de plastique déversés dans les océans à chaque seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, 250 kg de déchets, c'est quasiment une benne de déchets banals, donc les déchets de tous les jours, comme les bouteilles, les gobelets, etc. Donc 250 kg, c'est une quantité énorme, et ça, c'est chaque seconde. Donc, vous voyez l'importance, en fait, de cet enjeu.
Et pour le tourisme, c'est très important puisqu'on a vu que dans le tourisme, il y a une grosse composante tourisme de nature. Les gens, ils veulent aller à la mer, ils veulent voir des animaux, ils veulent voir des tortues. Et c'est hyper important. On a l'enjeu déchets plus connu en Martinique, les véhicules hors d'usage, qui font un paysage absolument charmant. Et donc ça aussi, c'est un gros enjeu pour le tourisme, puisque en fait, c'est tangible et visible. Autant le changement climatique peut paraître un peu lointain, autant ça, c'est du concret. Ensuite, en termes d'enjeux écologiques, on a tout ce qui est énergie, consommation d'énergie. Donc en Martinique, l'ambition, c'est l'autonomie énergétique. Et c'est extrêmement important vu qu'on sait que les ressources fossiles en fait, ne sont pas renouvelables et qu'à terme, on en manquera. Et puis l'enjeu eau. Donc là, tout le monde est au courant de la problématique eau en Martinique, à la fois pollution et quantité d'eau disponible. Pardon ? Oui, je parle dans le micro. Il vous faut le casque, monsieur. Là. Non, il vous faut mettre le casque. Et donc, voilà, sur les enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, en fait, c'est prégnant. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est l'un des enjeux, mais pas le seul pour les entreprises. Il y a aussi une grosse problématique réglementation. Donc, à la fois des réglementations, on va dire, plus anciennes, comme les réglementations sur les déchets, sur les réglementations installations classées pour l'environnement, le principe pollueur-payeur, et puis des réglementations récentes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, pour citer les dernières réglementations, on peut citer la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. Cette loi, par exemple, va interdire pour les activités touristiques l'usage de matières plastiques à usage unique. Donc, on ne peut plus utiliser, par exemple, les timbales, les pailles, les assiettes en plastique, etc. On a une autre loi un peu récente, c'est la loi anti-gaspillage, qui est une loi qui va inciter en fait tous les producteurs agroalimentaires à limiter le gaspillage et à redonner en fait ce qui n'a pas été acheté à des associations. Et peu à peu, ça va toucher le secteur de la restauration, ça va toucher le secteur du tourisme, parce qu'en fait, on est vraiment dans une dynamique de lois qui sont de plus en plus, on va dire, de plus en plus strictes pour que l'environnement soit respecté et qu'il y ait le moins de déchets produits possible, le moins de consommation énergétique. Donc, quelque part, on a une dynamique bâton-carotte. Donc, jusqu'à maintenant, il y a toujours beaucoup de subventions pour aider les entreprises à faire cette transition. Mais petit à petit, on va entrer dans la partie bâton, où là, ce sera réglementaire. Et donc, qui dit réglementaire, dit plus du tout de subventions, plus du tout d'aide. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour les entreprises. L'autre enjeu fondamental pour le tourisme durable, c'est tout ce qui est création d'emplois, parce qu'on sait que la Martinique, c'est un bassin d'emplois très lié au tourisme. C'est la répartition des richesses, puisqu'en fait, le tourisme durable va permettre que les richesses ne soient pas seulement au niveau, par exemple, des compagnies de croisière, mais aussi sur le territoire. C'est un enjeu inclusion, puisqu'en fait, quand on veut faire du tourisme durable, il faut proposer un maximum, il faut proposer une offre qui puisse recevoir le maximum de personnes. Donc on parle tourisme pour les handicapés, on parle tourisme pour les personnes qui peuvent être malades, comme par exemple des bateaux de croisière ou des complexes hôteliers qui s'équipent pour recevoir des personnes dialysées. On parle vraiment de tourisme pour tout le monde, les familles nombreuses, les couples, les personnes toutes seules. L'inclusion est fondamentale dans le tourisme durable. C'est un enjeu de développement local, donc ça je l'ai expliqué. Et puis un enjeu préservation, transmission de patrimoine, puisqu'en fait, le patrimoine, comme je disais tout à l'heure, peut disparaître s'il n'est pas maintenu vivant. Et l'une des façons de maintenir un patrimoine vivant, c'est d'en faire un atout touristique et en fait une vraie transmission de patrimoine. Donc ensuite, en termes d'enjeux, on peut parler des enjeux économiques qui sont en fait les plus importants pour les entreprises. C'est la gestion à la dépendance. Donc qu'est-ce que j'appelle la dépendance ? C'est le fait que le tourisme, qu'on le veuille ou non, est directement dépendant de la qualité de l'environnement et de la biodiversité. Aujourd'hui, un territoire en mauvais état, c'est zéro tourisme. Si les gens commencent à venir en Martinique et qu'ils ne voient pas de tortues, qu'ils ne voient pas d'étoiles de mer, ils ne reviendront pas. S'ils viennent en Martinique et qu'ils se disent « Mon Dieu, mais c'est sale, il y a des déchets partout »,
Ils n'ont plus envie de venir en Martinique. Donc on a une vraie dépendance de cette activité à l'état de l'environnement. Et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte très compétitif. La Dominique, par exemple, s'est positionnée largement comme une île verte. On est juste à côté du Costa Rica. C'est leur marque de fabrique depuis des années. Et c'est de plus en plus demandé par en fait, les clients. Donc c'est vraiment compétitif. Il y va de l'attractivité en fait, du territoire. C'est vraiment aussi une question de positionnement marché, puisque ne serait-ce qu'à l'échelle du territoire français, de plus en plus en fait, de destinations se positionnent, comme la Réunion, comme par exemple la Corse, qui sont vraiment dans des dynamiques écotourisme, comme on a expliqué tout à l'heure, à savoir tourisme écologique et tourisme durable. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Pourquoi est-ce qu'on parle d'opportunité? Alors, la première opportunité, c'est qu'en fait, le touriste est prêt à payer plus cher. Donc ça, c'est une étude de 2017 qui a été faite sur la population française. Et donc, les Français sont conscients que l'offre touristique durable, l'offre tourisme responsable est chère. Par contre, ils le perçoivent comme un plus, comme une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'un touriste, quand il fait son programme de voyage, s'il voit qu'en plus, il peut être responsable, ça va être un plus, ça peut être un déclic en fait, d'achat. Ensuite, la population en fait, vieillit, hein, c'est mécanique. Les populations les plus jeunes, donc les millénials, sont à 73% prêts à payer plus cher une prestation durable. Ça veut dire que le marché est en train de changer et que le fait qu'une offre soit durable devient un critère fondamental pour les gens qui consomment des vacances du tourisme. Donc c'est une véritable opportunité pour positionner le tourisme de luxe, ou en tout cas le tourisme, on va dire, de qualité supérieure en Martinique. La deuxième opportunité, c'est le fait que les clients, ils sont prêts à vous aider. Ils sont prêts à aider le professionnel du tourisme. Les clients ont envie d'être inclus, ils ont envie de faire leur part, comme on dirait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'image du colibri, mais le colibri qui en fait, essaye d'éteindre un incendie alors que tous les animaux de la forêt s'enfuient. Et le colibri, il dit « Je sais que je n'éteindrai pas le feu avec ma petite goutte d'eau, mais je fais ma part. » Et en fait, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le client, l'éco-consommateur, il veut faire sa part. Donc, il est d'accord pour venir dans votre hôtel et faire attention à ses consommations d'eau. Il est d'accord pour éteindre la lumière en quittant l'hôtel. Voilà, les gens, ils sont prêts à s'engager et à vous aider à être meilleurs en matière d'environnement. La troisième opportunité, donc en 2017, en fait, 84% des gens avaient entendu parler tourisme durable, mais ne savent pas donner de définition. Et ça aussi, c'est une opportunité de communication. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils sont réceptifs, ils ont envie d'être, entre guillemets, éduqués. Ils veulent savoir ce que vous faites, ce que ça veut dire, pourquoi vous le faites. Et en termes de communication, de positionnement auprès de sa clientèle, c'est également une grande opportunité. Ensuite, en termes d'opportunités, on sait qu'en fait, tout le monde, paradoxalement, sait que l'avenir du tourisme, c'est le tourisme durable. Mais par contre, ils ont de la difficulté, les clients, à trouver des solutions. Ils ne savent pas, en fait, comment choisir la meilleure offre. Ils ne savent pas sur quels critères se baser pour élaborer un voyage responsable. Et c'est aussi une opportunité de communication parce qu'en fait, quelque part, celui qui aura un avantage concurrentiel demain, c'est celui qui aura le mieux expliqué son offre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent quelque chose qu'on ne leur explique pas encore assez, qui est présent, hein, parce qu'on a pas mal d'exemples en Martinique de bonnes pratiques, mais qui ne sont pas encore communiqués, qui ne sont pas encore suffisamment vulgarisés. Ensuite, j'avais envie de vous montrer les chiffres d'une étude Booking qui date de 2019, donc un peu plus récente que l'ancienne. Et en fait, 70% des gens en 2019 disent que la mention éco-responsable pourrait les influencer pour prendre leurs décisions. Par contre, 72% disent qu'ils ne connaissent pas les labels en matière de tourisme durable, en matière de tourisme écologique en particulier. Ce qui signifie que
les labels en fait, qui existent, parce que je vous en ai mis deux, il en existe. Hein. On a le label Clé Verte et l'écolabel Tourisme Durable. Ce sont des labels qui ne sont pas encore connus des voyageurs, mais qui pourraient faire la différence. 37% dans l'étude Booking demandent même à ce qu'un label soit mis en place. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une opportunité à saisir, c'est-à-dire positionner en matière de tourisme durable, mais surtout viser la labellisation. Ensuite, en termes d'opportunités sur le territoire, quand on prend en fait le nombre d'établissements qui sont clés vertes en France et dans le monde, on est à plus de 700 établissements marqués. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que sur les territoires insulaires, les territoires ultramarins, sur les 714 marqués, on n'en a que 23 qui sont insulaires. C'est donc que là aussi, on a une demande, mais on n'a pas d'offre en face. On n'a pas suffisamment d'établissements qui se sont engagés et qui ont visé la labellisation. Donc c'est vraiment très important en fait, qu'on se positionne là-dessus et que la Martinique saisisse ces opportunités-là. Et puis la dernière opportunité que j'avais envie de mettre en avant, c'est tout ce qui est financier, puisqu'aujourd'hui, le plan France Relance a dédié un fonds au tourisme durable. Donc ce fonds va être géré par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et c'est 50 millions d'euros à l'échelle nationale qui vont être donnés aux entreprises pour se positionner. Donc il y a une opération notamment restaurant. Donc les restaurants qui vont choisir de s'engager en fait sur l'eau, l'énergie, les déchets. Une partie hébergement, donc là on sera sur les hôtels, mais aussi les résidences hôtelières, sur les locations, les loueurs, etc. Et puis sur le volet slow tourisme, donc le slow tourisme qui est une nouvelle tendance en développement. C'est un tourisme en fait avec des mobilités douces, c'est-à-dire qu'on choisit de partir en vacances en proximité, en prenant le train, le vélo, en évitant en fait tout ce qui est moyen de transport polluant. Et donc, le slow tourisme, c'est la tendance, j'ai envie de dire, qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, c'est le tourisme durable, mais la demande demain, ce sera le slow tourisme. C'est aussi d'ailleurs le slow tourisme, un tourisme déconnecté. Les gens, ils veulent plus avoir de Wi-Fi, ils veulent pas être sur les réseaux sociaux, ils veulent juste profiter et vivre en fait à un rythme plus paisible que quand ils travaillent en fait. Donc, en gros, aujourd'hui, une fois qu'on a un peu compris ce que c'est, pourquoi c'est important, quelles sont les opportunités à saisir, j'imagine que les entreprises se demandent comment procéder. Et donc, ma recommandation, en fait, c'est de viser 6 étapes clés. La première chose à faire, je pense, pour une entreprise, c'est de faire son état de lieu interne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que mes clients me demandent? Et où est-ce que je pourrais m'améliorer, me positionner? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment de ma concurrence? L'état des lieux interne est important parce qu'on ne pourra pas tout faire. Ce qu'il faut comprendre en tourisme durable, c'est que justement, comme c'est très holistique, on ne peut pas tout faire en même temps et tout ne peut pas être prioritaire. Donc, je vous ai montré plusieurs exemples. On peut se positionner volontairement comme écologique. Et donc là, on n'attaque que la partie eau, déchets, énergie. On peut se positionner volontairement comme, par exemple, tourisme patrimonial. Et donc là, on travaille le côté développement local, circuit court, vraiment endogène. Voilà, la question de l'état des lieux de départ va en fait permettre de mettre en place une véritable stratégie pour l'entreprise. Ensuite, les conseillers des chambres consulaires sont là pour les entreprises sur ce sujet, pour les aider à faire un diagnostic de départ. Donc, il ne faut pas hésiter, qu'il s'agisse en fait de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce, à contacter les chambres parce qu'en fait, elles ont des chargés de mission qui sont financés notamment par l'ADEME. Elles ont des experts qui peuvent vous aider en fait à faire ce travail d'état des lieux. Et en ce qui concerne la chambre de commerce, on a aussi 3 conseillers tourisme qui sont vraiment spécialisés pour vous aider à mettre en place votre stratégie. Ensuite, il faut accepter de valider un plan d'action, court terme, moyen terme, long terme. Parce qu'en fait, le tourisme durable, c'est d'abord une approche
d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais on ne peut pas s'arrêter. Une fois qu'on a commencé dans la durabilité, c'est tout le temps. Et donc, il faut mettre un processus d'amélioration continue en place. Et la meilleure façon de le faire, c'est de mettre en place un plan d'action. Plan d'action, en fait, qui sera donc à court, moyen et long terme et qui sera associé à des indicateurs pour pouvoir voir la performance qu'on atteint. Donc, pouvoir dire ce qu'on a réussi, ce qui reste à faire et en fait, comment on améliore, comment les touristes réagissent à notre plan d'action. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est communiquer en interne pour que tout le personnel soit impliqué, pour que tout le monde, en fait, s'engage, en fait. Voilà, c'est vraiment le mot, pour que tout le monde s'engage, mettre en œuvre, évaluer les résultats avec des indicateurs et communiquer ensuite auprès de son public. Et quand vous communiquez auprès de votre clientèle, l'idée, c'est qu'elle vous fasse des retours sur ce qu'elle attend, sur ce qu'elle a compris de votre démarche, et comment, en fait, elle a envie d'être impliquée dans cette démarche. Parce qu'il faut vraiment travailler main dans la main avec tout son environnement, à savoir ses fournisseurs, il faut travailler avec ses voisins, il faut travailler avec ses clients, il faut travailler avec parfois les instances réglementaires comme la DEAL. Il y a un vrai environnement autour d'une entreprise. Il faut communiquer avec tout le monde pour que la dynamique de tourisme durable se mette en place. Donc, à ce stade, je pense avoir dit l'essentiel. Donc, je suis un peu désolée parce que je suis toute seule sur l'atelier. Donc, du coup, il est un peu plus court que prévu. Mais ça vous laisse toute la place aux questions. Donc, je vous remercie et je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup. Alors, Isabelle, j'en ai peut-être déjà une. Comment prendre contact avec le conseiller et qui doit-on contacter justement pour le diagnostic que tu évoquais? Voilà, tu m'entends? Je t'entends. Parfait. Alors, merci pour la question. Je viens d'afficher à l'écran en fait le numéro du standard de la CCI. Il ne faut pas hésiter à demander donc moi-même, Isabelle Lise, L-I-S-E, ou Madame Sarah Jean-Baptiste Simone. Nous sommes deux sur la thématique durabilité et transition des entreprises. Et si vous préférez, vous pouvez aussi en fait visiter notre site internet, donc www.martinique.cci.fr, où vous aurez déjà un premier niveau d'information. Voilà. Merci beaucoup. Je le note en même temps dans le chat et je reprends 55 28 00. Je renote le numéro du standard de la CCI. Alors, je vais répéter la question. Donc, madame souhaite savoir comment procéder pour obtenir un écolabel. Oui, allez-y. Mais du coup, quel écolabel? D'accord. En fait, vous avez plusieurs écolabels. J'en ai montré deux qui sont les plus connus. Maintenant, en fonction de votre activité, il faudra choisir le plus pertinent. Aujourd'hui, le plus répandu sur la France nationale comme Outre-mer, c'est le label Clé Verte. Et en fait, c'est un label qui suit des étapes en fait, d'un audit. Une fois que vous avez réalisé l'audit, il y a un plan d'action. Une fois le plan d'action réalisé, vous êtes de nouveau audité et vous obtenez le label. Donc c'est un label qu'il faut financer, ça a un coût. En fonction du type d'établissement, le coût est différent aussi. Donc c'est une adhésion annuelle et après, en fait, vous participez financièrement à la venue des auditeurs. Voilà. Voilà, alors vous pouvez vous rendre sur le site de la Clé Verte, effectivement, ou aller sur le site de l'ADEME. L'ADEME a fait une comparaison des différents labels qui existent. Donc ce sera déjà un début pour identifier le meilleur label pour votre activité. Allô? Oui, vous parlez de choses durables, mais ce que durable va aussi être équitable ou bien ça va tout seul? Ce qui est durable avec ce qui est équitable ou ce qui est équitable avec le durable ou bien l'un et l'autre sont séparés? Alors, en fait, le durable va inclure l'équitable.
C'est-à-dire que vous pouvez faire du tourisme équitable sans qu'il soit forcément durable. Donc je reviens aux définitions. Quand on parle de tourisme équitable, donc alors je vais vous remontrer le schéma. Hop. Donc vous voyez, le tourisme équitable en fait se trouve à la jonction entre économique et environnement. Alors attendez, je vais vous montrer juste ici. Donc on est entre ce volet-là et ce volet-là. Donc quand on parle de tourisme équitable, c'est un tourisme qui va respecter le milieu environnemental, la nature, et respecter les populations. C'est-à-dire qu'on va reverser les bénéfices de façon équitable. Pour vous donner un exemple, sur le chocolat, on va avoir des populations qui cultivent le cacao, qui produisent le cacao, et des multinationales qui vont récupérer 90% du bénéfice. Et les populations vont être payées de façon assez ridicule au final. Quand on fait du tourisme équitable, on partage les bénéfices, les populations sont payées correctement et les actionnaires aussi. Et pourquoi ce n'est pas du tourisme durable? Parce qu'on oublie le volet social. Le volet social, c'est vérifier, par exemple, le niveau de développement le développement, je parle, par exemple, je ne sais pas, c'est travailler sur l'illettrisme, c'est travailler sur les conditions de vie, c'est travailler sur l'humain. On n'est pas sur du volet purement économique, en fait. Je dois connaître le schéma qui est là. C'est ça. Si vous voulez être durable, vous devez travailler sur les 3 volets. D'accord. Ok. Je peux d'autres questions? Allez-y, sauf s'il y en a en ligne. Alors, il y en a en ligne aussi. D'accord, donc on va prendre les questions en ligne, si vous voulez bien. D'accord. Alors, j'ai un projet, alors je relaye la question. Oui. J'ai un projet d'agritourisme dans le Nord et je veux m'inscrire dès le début du projet dans le tourisme durable. Est-ce que vous pouvez m'aider à ce stade-là? Alors, effectivement, c'est la meilleure étape, en fait, pour inclure de la durabilité dans un projet. Excuse-moi, Isabelle, c'est rectification d'agrotourisme. De quoi? D'agrotourisme. D'agrotourisme, ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est un tourisme lié à l'agriculture, hein, voilà. Donc, oui, moi, je pense que c'est vraiment le meilleur moment, en fait, pour intégrer la durabilité dans un projet, c'est quand il commence, puisque, justement, tout est ouvert en termes de champ de possibilités. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à nous contacter pour mettre en place une stratégie, qu'il s'agisse d'environnement ou de volet économique. Et après, c'est vrai qu'en tant que chambre de commerce, on ne s'occupe pas forcément du champ social, mais on peut aider à trouver des partenaires et développer tout ce qui va être implication humaine. D'accord. Une deuxième question. Comment expliquez-vous que les aides pour le système de récupération d'eau sont réservées uniquement aux particuliers? Oui, alors effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Les dispositifs les plus médiatisés et les plus connus sont ceux pour les particuliers. Par contre, il est faux de dire que c'est exclusif, puisqu'il y a un programme porté notamment par l'Office de l'eau qui va financer toutes les actions des entreprises vers la récupération d'eau de pluie, l'assainissement et tout ce qui est protection du milieu aquatique de manière générale. Donc il y a des aides pour les entreprises sur cette thématique. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On va aider l'entreprise à trouver des solutions. Merci. On laisse la parole à monsieur. Donc monsieur avait une question. C'est la première fois que j'entends parler de l'étude Booking. De quoi donc? L'étude Booking. Booking, oui. Donc, je veux savoir qu'est-ce que c'était. Oui, alors, le site Booking, c'est un site de réservation. Étude Booking. Booking, oui. En fait, c'est l'étude du site internet booking.fr. Alors, attendez, je vous la remets. Est-ce que j'avais mis la source? Voilà. Non. Alors, en fait, Booking, c'est le site booking.fr. C'est un site où on fait des réservations en ligne pour des hébergements ou des voyages. Et en fait, ce site internet, chaque année, fait des études de tendance sur le tourisme, en fait.
Donc vous allez sur booking.fr et vous devriez trouver, ils ont un volet études et il y a toutes sortes d'études sectorielles. Ah d'accord, je pensais que c'était une étude faite par rapport à la page nation, etc. Je ne pensais pas que c'était un site. Non, non, c'est un site internet. D'accord. Après, il y avait juste le slow tourisme. Et j'ai jamais entendu parler non plus. Le quoi donc? Le slow tourisme. Ah oui, alors le slow tourisme, c'est une tendance très récente. Donc, j'avais pris quelques notes pour bien vous expliquer. Aujourd'hui, la destination du slow tourisme, c'est privilégier les destinations proches avec des mobilités douces. Donc, c'est une nouvelle tendance. C'est vraiment dans la mouvance réduire au maximum mon impact environnemental quand je suis en vacances. Et donc, ce sont des gens qui partent, par exemple, en vacances en bateau à voile ou en vélo ou qui font des randonnées pour se rendre sur leur lieu de vacances et qui ensuite vont vivre à un rythme lent avec les populations et de façon déconnectée. D'accord. J'ai 2 questions. Oui. Alors, est-ce que l'accompagnement de la CCI pour les projets de tourisme durable est payant? Et l'accompagnement se passe comment concrètement? Mais je crois que tu l'as expliqué. Mais... Oui, oui. Alors, il y a 2 réponses. C'est-à-dire que pour une entreprise qui est déjà créée et qui veut améliorer son impact, notamment environnemental, on a effectivement une offre de prestations payantes. Donc, on va, en fonction de ce que l'entreprise a choisi de travailler, on a une offre sur les déchets et une autre sur les flux, eau, énergie, déchets, matières premières. Et pour les entreprises qui sont en création, donc en fonction du niveau d'accompagnement, ce sera gratuit ou payant. Donc pour donner un exemple, pour une entreprise qui souhaite qu'on revoie son business model, son offre globale, sa stratégie, en fait, il faut aller loin dans le projet, donc ce sera un accompagnement forfaitaire. Et après, si on est à un premier niveau d'accompagnement, donc simplement de la mise en relation, de la recherche de partenaires ou de financement, ça sera gratuit. Alors l'autre question, elle concerne aussi... Alors, elle concerne les fonds de l'ADEME. Oui. Donc, est-ce que le fonds de l'ADEME est valable pour les nouvelles créations d'entreprises dans le tourisme ou uniquement pour les entreprises qui existent déjà? Alors, c'est-à-dire que ça va dépendre du projet, mais c'est valable pour les deux. Donc, par contre, effectivement, si on est en création, il faut avoir déjà au moins une immatriculation, il faut un SIRET, il faut être déjà en format entreprise. Mais après, les investissements en eux-mêmes peuvent être financés par l'ADEME, idem pour des études de faisabilité ou des études techniques. Donc, il n'y a pas de frein au fait que ce soit de la création, hormis le fait qu'il faut déjà être en structure entreprise. Déjà être en structure entreprise. Il faut déjà être immatriculé en fait. C'est-à-dire on peut être en création, mais il faut déjà avoir... voilà. D'accord. L'activité n'a peut-être pas démarré, mais il faut une immatriculation. C'est ça, exactement. Okay. Est-ce que tu pourrais reprendre les étapes, juste le slide avec les étapes d'accompagnement, s'il te plaît? En fait, ce sont les 6 points clés que je recommande à une entreprise de suivre. Donc l'état des lieux, faire le point en fait en interne sur ses priorités. Ensuite, vraiment axer sur le diagnostic, parce qu'en fait, l'œil extérieur va aussi aider l'entreprise à voir ses forces, ses faiblesses et ce qu'elle peut faire. Valider le plan d'action et surtout impliquer le personnel. Et une fois qu'on a fait ça, c'est mettre en œuvre et communiquer auprès de ses clients. D'accord. Donc l'accompagnement de... L'accompagnement CCI, en fait, il va démarrer en étape 2. C'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic, on va proposer à l'entreprise un plan d'action. Alors, souvent, les entreprises discutent avec nous, on revoit le plan d'action, on l'adapte. C'est un peu de négociation parce qu'on aime bien challenger quand même. Mais du coup, voilà, l'important, c'est que le chef d'entreprise valide le plan d'action. Pour la communication interne, nous, on peut venir aider à sensibiliser les salariés. Donc, on vient, on explique. C'est vraiment collectif, en fait. Et puis, sur la mise en œuvre, si l'entreprise le souhaite,
on l'aide à choisir les indicateurs. Et par contre, c'est elle qui mesure et qui vérifie où elle en est. Après, on peut aider aussi sur la stratégie de communication externe pour éviter tout ce qui est greenwashing. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle juste avant que monsieur n'intervienne que Isabelle Lise et en tout cas ses collègues sont présents sur le stand virtuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à travers le site os-martinique.com. Vous avez accès au stand virtuel des 55 exposants qui y sont et possibilité de pouvoir échanger avec eux ou par le chat ou en visioconférence pour approfondir la demande. C'est ça, mes collègues se feront un plaisir de répondre aux questions, tout à fait. Alors, j'ai votre plan, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le remplacer par le QQOCQP? Le QQOCQP. Oui, Ah oui, d'accord. Quand, quoi, comment. Oui, tout à fait, en fait. C'est le résumé de ce plan d'action. C'est-à-dire que pour écrire le plan d'action, donc l'étape 3, on va se poser la question de qui fait quoi, à quel moment on le fait, et en fait, quels sont les objectifs. Tout à fait. Mais le QQCOP va être utilisé sur l'étape 3. D'accord, d'accord. Parce que j'ai tendance... Après, je ne connaissais pas celui-là, mais c'est ce que je peux en gros. Le QQOCQP. Ok. Merci. Une question. Aidez-vous les TPE ou les PME? On m'entend là? Aidez-vous les TPE ou les PME? Voilà. Oui, alors on accompagne toute taille d'entreprise, de la toute petite à la grande entreprise. Après, le critère qui va décider si on accompagne ou pas, c'est en fait si l'entreprise est immatriculée à la chambre de commerce ou si, enfin voilà, c'est plutôt une question de code d'activité, code NAF. Après, les entreprises du tourisme effectivement sont souvent immatriculées chez nous. D'accord. Voilà. On a répondu à la question. Je vois S payant. On y a répondu tout à l'heure. Vous aurez l'information sur le stand virtuel ou sur les replays. Une autre question. Tu disais que la chambre de métier aussi, selon son immatriculation, avait aussi un référent. Alors, tout à fait. La chambre des métiers, en fait, pour les entreprises qui sont de type, par exemple, dans le secteur touristique, ça va être les snacks ou les structures de type artisans qui reçoivent des touristes, etc. Et donc, la chambre des métiers a un conseiller environnement qui travaille sur les thématiques écologiques. Donc, il y a un accompagnement sur les déchets, sur l'eau, l'énergie et sur tout ce qui va être gestion des flux. Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler son nom? Alors oui, c'est Madame Sandra Marie-Claire. Donc son prénom Sandra et son nom de famille Marie-Claire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le net? Vous êtes 35 d'ailleurs sur le net. Je donne l'information à Isabelle Lise. Mais j'ai un grand public. Exactement, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une opportunité à saisir. Moi, j'encourage tout le monde, tous les acteurs du secteur touristique, parce qu'en fait, c'est la tendance de demain, c'est la demande client. Et en fait, la crise Covid n'a fait que renforcer ça. Aujourd'hui, les gens, ils se posent vraiment la question, en fait, de leur impact sur l'environnement. Parce que quelque part, on en est tous à se demander quel va être le monde d'après Covid, en fait. Donc, c'est le moment de saisir cette opportunité. Et en plus, il y a beaucoup de fonds dédiés. Donc, j'ai présenté uniquement France Relance, mais il y a aussi des dispositifs ADEME, des dispositifs Office de l'eau. Il y a les programmes de la CTM, comme par exemple le programme territorial de maîtrise de l'énergie, le programme territorial de maîtrise des déchets. Il y a des programmes d'aide, par exemple, sur l'économie sociale et solidaire. Il y a tout un ensemble, en fait, d'aides pour aider les entreprises à entamer cette transition.
Donc, c'est vraiment le moment. Et donc les portes d'entrée peuvent être les chambres consulaires Tout à pour fait. recueillir toutes ces Toutes informations. ces informations. J'ai une question concernant un statut juridique. Oui, Si je crée une entreprise, une société civile d'exploitation agricole, d'accord. est-ce que je peux faire appel à la CCI dans le cadre d'un projet d'agrotourisme? Très honnêtement, je ne sais pas. C'est que un là, on est statut plus que je ne dans connais pas très l'accompagnement. bien. Mhm. Mais en tout cas, ce que je peux recommander à la personne, c'est de nous envoyer un petit mail, par exemple, ou d'appeler le centre contact client et on trouvera la réponse. D'accord. Donc, le mail, c'est contact@martinique.cci.fr. Alors, je ne le remets pas, mais contact @martinique.cci.fr. Très bien. Les dispositifs pour les personnes qui font de la location touristique. Oui. Est-ce qu'il y en a? Alors, on parle de dispositifs liés au thème, à la thématique d'aujourd'hui, je pense. Oui, alors je pense que de toute façon la question englobe tous les dispositifs parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le statut de loueur de meublé, pour l'instant, les dispositifs qu'ils peuvent utiliser, il n'y en a pas, quasiment pas. Et du coup, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité en fait de répondre à la question parce que en matière de tourisme durable, en tout cas, il n'y a pas de dispositif qui puisse mobiliser. En fait, c'est au cas par cas et en fonction en fait, de ce que l'entreprise veut faire, c'est-à-dire l'objectif poursuivi, on lui demande un SIRET. Et bien souvent, les loueurs de meublés n'ont pas de SIRET. Donc du coup, Ceci dit, la c'est délicat. démarche sera la même, Oui. celle que tu as présentée sera la même pour Exactement. construire le projet. C'est la même démarche pour construire le projet. Nous, on accompagne. On a notamment une entreprise qui va venir témoigner ce soir, qui fait en fait ce type d'activité. Donc nous, on aide les entreprises. Par contre, on ne peut pas les aider sur le financement en particulier parce qu'ils ne sont pas éligibles au financement. Ok. Voilà. Donc c'est un peu... voilà. Alors, la personne précise qu'elle aura un SIRET. Ah Ça d'accord, change tout. ça change tout. D'accord. Normalement, il y a un certain nombre d'aides où ils peuvent émarger. D'accord. Contact CCI. CCI, exactement. Très bien. Alors, est-ce que tu peux reprendre la question? Oui, je vais répéter la question. En fait, monsieur demande en gros si on accompagne les associations. Et à ma connaissance, après, encore une fois, je ne suis pas experte juridique et quand il y a des questions comme celle-là, je demande à mes collègues qui s'occupent de statut. Mais à ma connaissance, on n'accompagne pas d'associations. Après, les associations professionnelles avec des SIRET et donc qui génèrent du chiffre d'affaires, il y a peut-être des exceptions, mais je ne sais pas répondre aujourd'hui. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. Alors, on me précise que le micro, on n'entend pas forcément, mais donc, bon, on en est désolé pour la technique. On m'entend pas moi? Alors, je ne sais pas si c'est moi ou toi, mais en tout cas, le micro... Je vais essayer de parler plus fort. D'accord. On en est désolé, on espère que ça se réglera et que vous avez pu entendre au moins les principaux éléments de l'atelier. Si on n'a pas d'autres questions, on va remercier Isabelle Lise. Je te laisse conclure peut-être. Oui. Un salarié d'entreprise, alors, c'est-à-dire qu'un salarié peut nous contacter pour de la formation. On a un centre de formation qui propose des formations à la fois pour le dirigeant ou les salariés. Par contre, pour les projets d'entreprise, vu que c'est c'est une décision qui doit être prise par le chef d'entreprise. En général, ce sont les chefs d'entreprise qui nous contactent. Et après, effectivement, le chef de projet dans l'entreprise, ça peut être un salarié. Après, les salariés peuvent nous contacter, mais nous, on travaille avec l'accord du chef d'entreprise. C'est clair ?
Oui, enfin, bon, l'essentiel, c'est que pour changer en fait la façon de travailler d'une entreprise, c'est le dirigeant qui prend la décision en fait. Voilà. En tout cas, merci à tous les participants, merci à ceux présents en physique et à ceux qui nous ont regardés en virtuel. Je pense que le mot-clé, c'est saisissez l'opportunité, c'est le moment ou jamais. Et la Martinique a besoin d'un tourisme durable, responsable. J'ai même envie de dire d'un tourisme conscient. Donc merci à vous et bonne fin de journée.